retrouve notamment pour Black Manou qui est paru en cette rentrée au Nouvel Attila, votre dernier roman. Ouais. Ouais. Le précédent, c'était Camarade Papa en 2018. Et le premier qui vous a fait connaître en France, Debout payé, qui était paru en 2014, qui avait beaucoup fait parler de lui. Ces trois romans... Pardon ? Je suis un écrivain un peu paresseux. Trois romans en 6 ans, c'est pas terrible. Si ça continue de cette qualité, prenez tout le temps qu'il vous faut. Hein. C'est 3 romans qui sont très liés dans leur thématique, mais très différents, notamment dans leur forme. J'ai trouvé que c'était vraiment 3 expériences de lecture particulières. Là, on parle donc surtout de Black Manou. Black Manou, il arrive de Côte d'Ivoire, destination Belleville à Paris, à la fin des années 90. Il va traverser la vie de ce quartier et de ce qu'il compose, un peu comme une sorte de comète qui va laisser des traces dans la vie de chacun. Il y a une trace écrite aussi, parce qu'à l'épilogue du roman, il y a la rencontre avec un éditeur qui va peut-être publier cette histoire et des lettres qu'il a laissées. Je voulais commencer avec cette notion de déplacement et de voyage, parce que j'ai l'impression que vos personnages sont toujours des voyageurs. Là, dans Black Manou, que ce soit ce personnage qui vient de Côte d'Ivoire ou tous les autres qui l'entourent, qui viennent d'autres pays d'Afrique ou d'ailleurs, c'était le cas dans Debout payé aussi. Dans Camarade Papa, on est dans 2 personnages, surtout ce jeune garçon, le fils du camarade communiste qui part d'Amsterdam pour aller découvrir cette Côte d'Ivoire qu'il ne connaît pas. Mais un siècle plus tôt, il y a aussi Dabili qui vient donc en expédition en Côte d'Ivoire. Dans Camarade Papa, vous avez cette image qui parle de cette notion, le déplacement est une nature ancienne. Ici, on demande d'abord à l'étranger d'où il vient avant de chercher à savoir qui il est. La filiation par les trajectoires est aussi importante que la filiation par le sang. Cette notion de mouvement, elle dit beaucoup qui on est en fait. Ça, c'est un peu au cœur de vos romans. Ouais, c'est toujours, on va dire, toujours. En tout cas, au cœur de ces romans-là, je n'ai pas de souci pour me définir moi-même en ce moment, dans cette période, comme une espèce d'écrivain de déplacement. Et c'est sûrement lié aussi au fait que j'ai bougé de chez moi il y a 20 ans maintenant et que j'avais envie de ressortir un peu cette histoire-là. Et puis, il y a toutes ces interrogations que semble se poser le monde aujourd'hui sur les gens qui bougent, que je trouve un peu... C'est des interrogations que je trouve un peu, on va dire, mal placées, en fait. Parce qu'on ne peut pas demander à un animal qui est conçu génétiquement pour se déplacer, on ne peut pas lui demander pourquoi il se déplace, en fait. On ne peut pas demander à une moule qui est accrochée à un rocher, qui est sa nature d'être accrochée à ce rocher-là, on ne peut pas lui demander pourquoi elle est accrochée. Et je trouve que le fait que le monde occidental, surtout d'ailleurs, me pose de façon récurrente cette question, de façon un peu sibylline, pas toujours bienveillante, je la trouve un peu déplacée. Donc moi, j'avais envie de recadrer tout ça et rappeler à tout le monde qu'on est fait pour ça, on est fait pour bouger. Sinon, on n'aurait pas ces longues jambes-là, ces membres énormes, cette capacité de supporter la transpiration, enfin, tout, et surtout cet extraordinaire organe qui est le cerveau, qui est fabriqué, qui n'est pas à la base fabriqué pour réfléchir, hein. Il est fabriqué justement pour faciliter ce déplacement-là. Et donc voilà, je m'inscris un peu dans ce mouvement naturel et j'ai envie de rappeler à tout le monde que d'abord bouger est naturel et qu'ensuite chacun fabrique son destin à l'aune de ses trajectoires. Vous avez une acuité vraiment particulière à faire sentir la dimension sociale des choses. Belleville, c'est un microcosme, c'est vraiment un petit monde en soi. Vous faites voir une très grande pluralité d'origines, donc de voix, de points de vue. C'est important pour vous ces changements de regard dans la construction narrative, dans ce choix-là? Je ne change pas le regard. En fait, on est tous comme ça. C'est ça. En fait, je fais juste un pas de côté pour rappeler à tout le monde qu'on est tous comme ça. On invente tous des espèces de micro-sociétés dans lesquelles on se fabrique des personnalités. Et ces micro-sociétés-là, superposées les unes aux autres, fabriquent une espèce d'unité territoriale, voire un peu plus loin, une espèce d'unité nationale. Justement, la nation, c'est cette idée de superposer des communautés très différentes, qui se sont fabriquées de manière très différente, qui se sont toujours fabriquées en se déplaçant. Il ne faut jamais l'oublier. L'Europe est un continent de déplacés, d'ailleurs. Parce que c'est pas un si vieux continent que ça, hein, puisque c'est l'avant-dernier continent à avoir été meublé par les hommes. Donc, à l'échelle de l'humanité,
l'installation en Europe, c'est avant-hier, quoi. C'est avant-hier, c'est un petit caillou que les gens ont colonisé il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc, il faut rappeler un peu à tout ce monde-là, modestement, que voilà, on vit dans un monde de déplacés permanent, en fait. On se reconstitue, on rebat chaque fois les cartes de l'occupation spatiale. Et voilà, donc en cela, mes personnages ou bien mon regard dit social, en fait, ramène à quelque chose qui est très, très ancien. Voilà. Juste pour ajouter une chose, on est effectivement en Europe et on dit qu'ici, la civilisation est judéo-chrétienne. C'est assez drôle, quoi. Parce que les Vikings, ils n'étaient pas en Palestine. Ils n'étaient pas en Palestine. Il y a des gens qui ont bougé avec des manières de penser, de repenser le monde, qui ont suffisamment bouleversé l'Europe, au point qu'on dise qu'aujourd'hui, elle est de civilisation judéo-chrétienne. Il y a 2500 ans, non, 1800 ans à peu près, la France était peuplée encore de hordes de sauvages gaulois, etc., qui ont été colonisés par des Romains. Tu reviens 50 ans plus tard, on parle de civilisation gallo-romaine. Donc les gens, on a toujours tendance à se refabriquer des sociétés à l'aune de gens qui se déplacent, d'idées qui se déplacent, de notions qui se déplacent, etc. Et qu'on réassaisonne à sa sauce propre. Donc en fait, c'est là mon point, principalement, en tout cas de cette période de mon écriture. Il y a une volonté justement qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, de démonter les clichés. Il y a quelque chose qui revient régulièrement, une construction, c'est la rumeur dit que, donc on a un paragraphe, c'est quelque chose qui invariablement continue sur « mais la rumeur est con » et là on rétablit une forme de vérité. Il y a un personnage que j'aime beaucoup comme ça, c'est Solo des Grands B, comme le surnomme Black Manu, qui est le vieil homme qui va lui louer le local dans lequel il va faire son bar clandestin. Ce vieil homme, a priori, n'a aucune raison d'accepter de louer un bail à un Ivoirien. Et Black Manu se dit, on est en pleine canicule, il va monter voir ce vieil homme avec des packs d'eau, et là, le bail va être signé. Et cet homme qui voit arriver Black Manu avec des packs d'eau voit l'image de son grand-père auvergnat qui était porteur d'eau. C'est très beau, cette rencontre. Et ce personnage auvergnat représente un peu ce mensonge qu'on entend par intégration. À un moment, il parle de ça, justement, comment on peut rêver de fabriquer un homme qui n'a jamais existé. Est-ce que l'étalon français, il est berrichon, jurassien, voilà. Creusois? Ça va dans ce sens, justement. Ouais. Et moi aussi j'aime beaucoup Solo des Grands B. D'ailleurs, je suis dans un jardin, là, je suis au parc Pivert, à 2 pas de l'endroit où Black Manu avait monté son bar clandestin. Quand je dis vraiment à 2 pas, c'est vraiment à 2 pas. C'est de ce côté-là. Et donc, à 2 pas de l'endroit où il y avait ce Bernard Bressac, là, qui était un bougnat comme un autre, quoi. Que j'ai remarqué il y a 20 ans, parce qu'il disait Bougna, c'est comme Bougnoul, mon gars. Donc, on est tous pareils. C'était une espèce de proto-marxiste, en fait, qui avait vite compris que c'était la position de la classe sociale qui finissait par identifier les gens. Et qu'aujourd'hui, on était dans un mensonge qui oubliait que, en fait, dans un mensonge de la couleur, qui oubliait qu'en fait, la vraie question, c'est surtout la position sociale, et que cet homme-là qui vivait dans cet endroit où son grand-père, lui-même Bougna, avait vécu, qui était un porteur d'eau ou un charbonnier, était un migrant comme un autre. Et d'ailleurs, il se souvient que son grand-père était un meilleur migrant. Il a même cette notion du meilleur migrant parce que son grand-père, était un moins bon migrant parce que son grand-père ne comprenait pas français. La société parisienne était beaucoup plus éloignée de lui, ses canons culturels et civilisationnels, que ne l'est aujourd'hui, par exemple, la société parisienne de la société abidjanaise ou de la société congolaise, etc., etc. Donc, il y a toujours cette volonté de rétablir un peu une espèce de sang-froid social, de sang-froid marxiste, en fait, pour dire voilà comment sont les choses, et qu'il faut arrêter de se cacher derrière des clichés déjà, donc les rumeurs, derrière la quintessence du cliché, qui est celle de la couleur. Et donc, Bernard Bressac, ce qu'il a vu, il a vu un frère de classe sociale quand il a vu le Black Manu. Et donc, je l'ai choisi comme personnage pour donner ce recul-là.
et qu'en plus, en plus quand il est blanc, quand il est blanc dans une société blanche française, je trouve que son propos est forcément plus fort et plus pertinent. C'est pour ça que je lui ai prêté ces mots-là. Ouais. Et c'est très intéressant justement parce qu'il souligne le miroir qui est vrai de l'autre côté, ce fameux chez nous en Afrique Voilà. englobant, qui comme il dit est le contraire du repli identitaire, c'est l'identité qui s'efface au profit du collectif. Voilà, c'est ça, pour le groupe, il y a ce faux débat là autour des replis communautaires et tout ça. Pour moi, il n'existe pas en fait. C'est un véritable mensonge, l'un des plus gros mensonges intellectuels. Il faut le rappeler, c'est vraiment l'un des plus gros mensonges intellectuels. L'idée de pointer du doigt comme ça les communautés, le communautarisme, en faisant croire que c'est une mauvaise chose, c'est vraiment un très grand mensonge intellectuel de ces temps nouveaux là. Un mec comme Nicolas Sarkozy qui était président de la France, tu vois, c'est le fils d'un Hongrois quoi. C'est le fils d'un simple déplacé de guerre, même on va dire. C'est le fils d'un Hongrois. Ou Manuel Valls, qui s'appelle Manuel, alors que moi je m'appelle Armand Patrick. Mon prénom il est francisé quoi. Et donc on est dans cette arnaque un peu intellectuelle là qu'il faut toujours faire descendre et ramener et dire aux gens que non, la question ne se joue pas là. La question se joue dans le fait que, par exemple, le père étranger de Nicolas Sarkozy, lui, c'est à Neuilly qu'il a trouvé fortune et pas à Belleville. C'est ça qui fait la différence de statut. Et que finalement, la couleur, cette espèce de délire autour de la couleur de la communauté, là, c'est complètement mensonger, en fait. C'est complètement mensonger. Voilà. Voilà, c'est à peu près dans ce combat, c'est même pas un combat, c'est dans cette idée-là que je suis. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'un doctorat pour le comprendre, en fait. On n'a pas besoin d'un doctorat pour comprendre que ce qui a fabriqué la France d'aujourd'hui, c'est la superposition des communautés. Voire la suite de communautés, voire très, très, très différentes. Parce qu'encore aujourd'hui, un Marseillais n'a rien à voir avec un Parisien, qui lui-même n'a rien à voir avec un Breton, etc., etc. On ne peut pas effacer ça comme ça en clamant au forceps une espèce de république imaginaire qui n'a jamais existé, quoi. La seule république qu'on connaît, c'est celle-là de Luc Ferry, là. Oh, non, de Jules Ferry, pas Luc. Lui c'est le mauvais Ferry. de cette république de Jules Ferry, là, qui s'est construite justement par l'intercommunautarisme. Il y a une autre notion que je voulais aborder, qui est la notion de la musique. Gun Morgan est le personnage un peu tutélaire à la trace duquel part Black Manu quand il arrive justement à Paris, qui est en fait quelqu'un qui a existé, grande star de la musique moderne ivoirienne dans les années 80. Or, je voulais, moi, insister sur votre langue qui est très musicale. Il y a un vrai sens du rythme, un sens de la formule. Dans la construction aussi, vous avez des chapitres très courts. Il y a des choses comme ça, des phrases en début de paragraphe qu'on retrouve à la fin qui s'éclairent d'une autre manière. Vous avez un grand sens du style, un choix des mots aussi très juste. On a beaucoup envie de vous lire à voix haute. Moi, je l'ai beaucoup fait d'ailleurs. J'en ai fait profiter mon entourage sur vos différents livres. C'est fabriqué comme ça, tu as raison. Vous recherchez cette musique dans l'écriture? En fait, je la cherche pas parce que j'en ai pas besoin, puisqu'elle est toujours là. En fait. Oui, elle est là. Elle est là. Hein. La langue, c'est de la musique à la base, en fait. La musique, ce qu'on définit aujourd'hui comme la musique, là, en fait, c'est une déformation de la langue. Et donc, moi, je rappelle ça, quoi, que la musique du français, la musique de l'espagnol, la musique de l'italien, de l'américain, qui est différente de celle de l'anglais, tu vois. C'est ça qui construit les histoires. Et en plus, moi, je rajoute en cela une espèce l'idée de désembourgeoiser la littérature. Je m'explique. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la classe populaire. Énormément de choses, sauf la notion de littérature. La littérature écrite, là, elle est très, très récente, en fait, dans l'histoire des idées, au fond. Elle est vraiment très, très récente. Et elle a été accaparée très vite par une classe supérieure, on va dire. En tout cas, qui s'est proclamée comme telle. Hein, les lois, il y a 300 ans, personne ne partait à l'école, sauf les fils de Bourges.
Molière ou sa bande là. Donc Cervantes, ils étaient lus par très très peu de personnes en réalité. Ils étaient lus par très très peu de personnes. Et donc en fait, quand la révolution industrielle s'est répandue dans le monde entier, en fait, la littérature est restée coincée dans la bourgeoisie. Quand la révolution industrielle a obligé de fabriquer l'éducation pour tous, l'école obligatoire et tout ça c'est 200 ans hein, pour tout le monde. Pour tout le monde, le fait que tout le monde aille à l'école, c'est 200 ans. Il n'y a pas longtemps, quoi. Il y a pas longtemps. Donc quand l'éducation populaire et tout ça, enfin, cette éducation-là s'est répandue, la littérature est restée toujours otage de la bourgeoisie, otage de la rive de Saint-Germain-des-Prés, on va dire. Et donc, il y a une espèce de caricature de l'écrivain qui est toujours dans une espèce de posture d'où il ramène le haut, là, la langue, le discours, il le ramène et l'assène comme ça aux gens, et en donnant l'impression qu'avec leur velours côtelé, leurs lunettes, là, en donnant l'impression qu'ils sont des espèces de choisis par les dieux, des espèces de gens inspirés d'ailleurs. Ils parlent d'inspiration, là où on ne parle que de travail en réalité, quoi. Et donc, elle est restée un peu bourgeoise, totalement bourgeoise, cette littérature-là. Elle a oublié le fait que maintenant, monsieur tout le monde a accès à une espèce de savoir, quoi. Moi, à la fac, j'ai fait des études de biochimie, là. En 1990, j'étudiais l'équation de Schrödinger. Tu réveilles Schrödinger aujourd'hui, que tu lui dis que des nègres au fin fond de la Côte d'Ivoire connaissent son équation, il va dire que c'est pas possible, quoi. D'accord, donc c'est vraiment le savoir n'a jamais été aussi répandu et aussi partagé, mais la littérature moderne française n'en tient plus compte. Et donc les auteurs sont toujours en train d'expliquer par de grandes formules, de grandes phrases, des choses que les gens n'ont pas, que le lecteur n'a pas, il comprend facilement en fait. Il n'y a pas de miracle intellectuel entre un écrivain et un lecteur. Moi, d'ailleurs, je pense sincèrement que le lecteur est toujours un peu plus intelligent que l'écrivain. Donc en fait, du coup, le travail est beaucoup plus facile pour l'écrivain moderne et populaire comme moi. Donc, tu n'as pas besoin d'en faire trop. Il faut juste retenir les chevaux sur une espèce de ligne de crête que le lecteur va finir par capter. Et donc, les phrases n'ont pas besoin d'être trop longues, les chapitres n'ont plus forcément besoin d'être très longs, quoi. En fait, puisque le lecteur fabrique en collaboration finalement avec l'écrivain l'histoire. Et c'est vraiment ça la volonté technique hein, de ces livres-là. Et j'ai choisi de faire des chapitres courts justement dans cet objectif-là. Et donc, ce qui satisfait la lecture ou le lecteur, c'est de se sentir impliqué dans l'intelligence du propos, de comprendre en même temps que l'auteur l'intelligence du propos. Moi, je trouve ça cool, quoi, de partager ça comme ça. Parce qu'on a l'impression que c'est un exercice solitaire, mais en fait, non, tu écris parce que tu penses aux autres, parce que tu écris parce que les autres sont là. Et d'ailleurs, la seule chose qui me convainc de ce côté-ci de la plume, la seule chose, c'est l'obligation de trouver un style, une forme. Parce que de toute façon, le fond, le lecteur, il va comprendre. De toutes les façons. C'est super rare de dire « Ah, mais j'ai rien compris de ce livre-là. » Et d'ailleurs, au moment où tu dis ça, ça veut dire que tu as compris des choses, en fait. Et donc, moi ce qui légitime pour moi l'écrivain, c'est un truc ancestral de celui qui prend la parole sur la place du village, de celui qui porte le masque sur la place du village, de celui qui prend la guitare pour chanter. C'est la convocation du style et de la forme. Et donc, je ne commence à écrire que quand je trouve un style particulier, parce que je sais que de toute façon, le lecteur, il va comprendre l'histoire. Donc voilà. Et les chapitres courts, je vais faire une confidence. Les chapitres courts, en fait, j'avais décidé de faire des chapitres de 2 pages. Que tu commences à gauche et que tu finisses à droite. En tournant la page, le chapitre était fini et que tu pouvais lire un autre chapitre presque de façon détachée du chapitre précédent. Donc, parce qu'ils sont intrinsèquement, chacun d'entre eux, ils ont une musique, une musicalité. Et donc, j'ai demandé à l'éditeur, mais ça ferait combien de signes pour faire des chapitres de 2 pages? Le pauvre, il a commencé à paniquer. Il m'a dit, quoi, des chapitres de 2 pages? J'ai dit, ouais, vas-y, dis-moi combien de signes ça fait. Il m'a dit entre 3000 et 4000. Et de façon arbitraire, j'ai décidé d'écrire en m'imposant des chapitres de 3333 signes.
Et c'est comme ça que j'ai travaillé le rythme, en fait. Et donc c'est obligé que ça bouge et que ça swing, comme la musique de Gun Morgan. C'est obligé que ça swing, en fait. Et finalement, je me suis habitué à ça, en fait. En réalité, je me suis rendu compte de toute la vanité d'un certain nombre de phrases, de toute la prétention d'un certain nombre de trucs, que le plus important, c'était vraiment, vraiment de trouver le style et d'engager l'intelligence du lecteur en écrivant. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça donne cette rythmique-là. Je crois que les 2/3 du livre sont encore à 3333. Bravo en tout cas, bravo pour ce style qui est absolument délectable et il n'y a pas un mot qui n'est pas à sa place, quel que soit le livre. En tout cas, merci beaucoup Gauze d'avoir été avec nous et à très bientôt, j'espère, pour la suite. À très bientôt, je vous enverrai la vidéo bientôt. Et je crois que je vais parler de Fiston. Ça y est, ça m'a inspiré ça. À bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie. Continuez de résister. Comme on dit à Abidjan, on est ensemble. On est ensemble. À bientôt. À bientôt.